Un doux soleil s'est levé sur le royaume d'Antasia. Préparez votre thé, café ou chocolat, car voici venue l'heure du réveil des enchanteurs. Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi. Et oui les amis, mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. Yeah! Coucou mes très chers enchanteurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon... week-end, non, une très très bonne semaine. Et en ce dimanche matin, dimanche 17 mars, et oui, et pas des moindres, jour de la Sainte Patrick, grand patron de l'Irlande, yeah! Eh bien, bonne fête à tous les Patrick. J'ai mon tonton qui s'appelle Patrick. Alors, bonne fête à toi, mon très cher tonton. Mais il n'y a pas que Patrick qu'on fête aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Est-ce que vous le saviez que c'était l'anniversaire de la maman de Michael aujourd'hui? Eh oui, elle a 69 ans. Elle s'appelle Claudine. On lui fait plein de gros bisous. On lui souhaite un très joyeux anniversaire. Et en même temps, au passage, eh bien, on fait plein de gros bisous à Michael de la radio du Lotus, les amis. Yeah! Donc, joyeux anniversaire à la petite maman de Michael. Alors, ce matin, comment va être rythmée la matinée? C'est très simple, vous savez bien que nous sommes le 3e dimanche du mois. Et chaque 3e dimanche du mois, on a Vera qui arrive sur les ondes de la radio et nous concocte toujours de merveilleuses chroniques autour des voyages autour de l'enchantement, de la magie. Et jusqu'à la fin de la saison, elle va plutôt s'orienter autour de Paris avec le Paris magique. Et ce matin, nous allons partir du côté du Louvre. Mais chut, je n'en dis pas plus. Je laisserai Vera à 10h30 vous faire le petit topo. Bien évidemment, comme chaque dimanche matin, on retrouve 2 merveilleuses chroniques. La chronique de Mimi Mireille, bien sûr, avec son retour vers le passé. Et ce matin, elle va nous parler donc de Gilgamesh. Ouais, j'ai réussi. Gilgamesh. Et ensuite, on aura la chronique de Kadarn vous raconte la Bretagne de A à Z. Et là, vous savez qu'on a la lettre S. C'est bientôt la fin. Sniff, c'est bientôt la fin de la Bretagne de A à Z. Quoique, peut-être qu'il y aura une surprise après. À voir, je dis ça, je ne dis rien. Et donc ce matin, c'est Sylvain qui s'y colle au niveau de la voix, vous vous rendez compte? Avec le SS comme les saints patrons bretons. Waouh! Ça promet du bouillon pour cette matinée. Et je ne suis pas toute seule, bien sûr, vous le savez, il y a du monde sur le chat. Donc venez nous rejoindre sur radioantasia.fr. Vous allez cliquer sur le petit onglet chat. Vous allez mettre votre petit pseudo magique et comme par enchantement, vous serez connecté sur les ondes du chat de la radio pour retrouver Robert. Hello Robert! Il y a également Althea qui est là. Coucou ma petite Althea! Il y a aussi Laura qui est parmi nous. Je te fais plein de gros poutou, ma petite Laura. C'est la voix de Laura que vous entendez, Un nouveau jour s'est levé sur le royaume d'Antasia. Préparez votre thé, café et chocolat. D'ailleurs, en parlant de thé, café et chocolat, il y avait également Kadarn tout à l'heure. Il me dit, je vais faire mon petit-déj. Donc, petit-déj à Kadarn. Et j'imagine que ce n'est pas le seul. Si vous nous écoutez ce matin, j'imagine que vous êtes nombreux à prendre votre petit déjeuner, tranquillou, et à écouter cette émission le dimanche matin. Ah, que c'est merveilleux. Voilà, on prend notre petit déjeuner, on écoute la radio. En même temps, on lit ce qui peut se passer sur le chat. Ça, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur chaque dimanche matin. Il y a également Draco qui est parmi nous. Coucou mon petit Draco. Yeah! Il y a aussi Mimi Mireille. Hello ma petite Mimi chérie. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour Mimi et moi. On va faire quelque chose cet après-midi, je ne vous dis rien, mais j'attends ce moment avec grande impatience. Elle le sait, Mimi. Il y a Torque qui vient d'arriver. Coucou mon petit Torque. Ça fait trop plaisir. Alors la semaine dernière, on avait Steph qui écoutait la radio. Et là, on a Torque. Ce n'est que du bonheur. Je vous ai dit, ce n'est que du bonheur. Il y a également Zillian. Hello Zillian. How are you? J'adore le dimanche matin. J'adore vous retrouver. J'adore papoter avec vous. J'adore écouter tout ce que vous avez à proposer. Ce n'est que du bonheur.
Il y a également, mais oui, Amulus. Hello. Amulus a été l'un des premiers à se connecter ce matin. Franchement, Amulus, il est toujours au taquet le dimanche matin. Il est comme Robert. Robert, c'est pareil. Robert, vous savez qu'il est là depuis très longtemps. Robert écoutait déjà Arcadie à l'époque, vous vous rendez compte? Vraiment, merci Robert pour d'être toujours présent, d'être toujours là, au taquet, toujours heureux de nous retrouver, comme tous les enchanteurs d'ailleurs. Il y a également Clan du Lacra qui vient d'arriver. On te fait plein de gros poutou, mon très cher Clan du Lacra. Je crois que je n'ai... Ah non, mais il y a Diani qui vient d'arriver. Ma petite Diani chérie. Alors Diani qui fait partie depuis peu de l'équipe, de la chouette équipe de la radio, et oui. Et donc elle va faire partie donc de la team des réseaux magiques. Vous savez, on a ouvert notre page Facebook, notre page Instagram. Ah d'ailleurs, je tenais vraiment à vous remercier parce qu'on arrive, je crois, aux alentours bientôt de 80 membres. Followers, comme le disent à l'américaine. On a presque 80 followers sur notre page Facebook et on a une quarantaine de followers sur notre page Instagram. Et alors, j'ai halluciné. J'ai regardé un petit peu les stats de la chaîne YouTube. Donc ça y est les amis, pendant que l'on diffusait de la musique tout à l'heure, eh bien on a, ça y est, on a dépassé les 200 abonnés sur la chaîne YouTube d'Antasia TV. Vous vous rendez compte, en à peine 5 mois en fait, quand on y pense. Et donc là, on a une toute nouvelle enchanteresse qui s'est abonnée et je lui fais plein de gros bisous. Donc c'est Peggy. Donc si Peggy écoute la rediffusion, eh bien elle se reconnaîtra. Je viens de voir apparaître son nom dans ma boîte mail et elle s'est abonnée juste au moment où on commençait l'émission, où on entendait le générique d'Alice in Wonderland. Si ça c'est pas un signe, moi je vous dis, on est d'accord, ça peut être qu'un signe. Et donc j'ai trouvé ça hallucinant. Je regarde un petit peu les stats et j'ai vu que le tout dernier podcast du Réveil des Enchanteurs avait fait exploser la patate, quoi. Alors je sais pas ce qui s'est passé. C'est d'habitude on monte au grand max aux alentours d'une centaine de vues sur les replays du dimanche matin. C'est vraiment le grand max. Et là on est monté à plus de 400, quoi. On arrive à 450 en fait. Je sais pas ce qui s'est passé. Espoir et magie au cœur du chaudron. Vous avez peut-être dû apprécier ou aimer, ou je sais pas. Il y a peut-être eu des gens qui ont découvert entre-temps la radio, puisqu'après coup, les abonnements ont commencé à monter aussi, les abonnés. Donc là, on arrive à 203 abonnés au moment où je vous parle. Et 449 vues pour le dernier émission du Réveil des Enchanteurs. Donc je suis juste un petit peu scotchée. Je me demande ce qui se passe. Voilà, tout simplement. Donc après... Ce n'est que du bonheur, attention, je suis pas en train de dire mais comment ça se fait que je fais des vues, mais c'est pas normal. Non, c'est juste que c'est merveilleux, quoi. Ça fait plaisir de se dire voilà, vous êtes là à fond, vous partagez, vous regardez ce que l'on fait sur les réseaux, vous écoutez la radio, c'est merveilleux, ce n'est que du bonheur et c'est ça qui est magique. Et ce matin, on a du monde aussi à l'écoute, je vois l'audience, les amis, ça fait plaisir également. Donc, vous voyez, ça fait 5 mois qu'on est là et on va continuer à être là. C'est que la première saison de cette radio et on a encore tellement de choses à vous faire découvrir. Vous verriez les enchanteurs de la chouette équipe, je peux vous dire, ils ont des idées, mais de folie, mais vraiment de folie. Et c'est bien ça qui est beau. Alors, on y va les amis, c'est parti. Alors, cette semaine, vous avez choisi une chanson que j'aime énormément. Alors, je les aime toutes, celles que vous choisissez, mais quand même, je trouve que cette chanson, elle a du level. J'aime énormément cet artiste. Alors, je ne l'ai jamais dit officiellement. C'est quelque chose que j'ai toujours gardé pour moi. À l'époque d'Arcadie, j'avais eu l'immense bonheur de contacter cet artiste, un artiste quand même très connu en France, notamment, dans le milieu de la Bretagne. Et donc, on avait fait une interview. Je vous ai dit, j'ai interviewé énormément d'artistes quand j'étais sur Arcadie. C'est une interview qui n'a jamais pu être diffusée, hélas, pour des raisons diverses et variées. Déjà, à l'époque, j'avais pas forcément le matériel adéquat pour que le rendu soit au top. Et donc, ça fait que je n'ai pas pu forcément diffuser cette interview. Je suis bien triste et je pense que je recontacterai l'artiste prochainement puisque maintenant j'ai quand même ce qu'il faut au niveau matériel par rapport à l'époque. Et donc ce matin, dans le top 3, vous avez choisi le groupe Mano et notamment la chanson Ces mondes enchantés. Et oui, donc c'est bien Martial Tricoche à l'époque d'Arcadie que j'avais interviewé. On avait vraiment passé un super moment ensemble. Enfin, franchement, j'ai appris plein de choses. C'est un artiste vraiment talentueux, super adorable. Et donc, je n'ai jamais diffusé cette interview, les amis.
Et non, et non, et non. Donc peut-être qu'à dans un futur, on aura peut-être l'immense bonheur d'avoir Martial du groupe Mano à la radio, peut-être, comme peut-être aussi d'autres artistes. Je pense à Luc Arbogast, par exemple, qui sait. Le futur, on ne sait pas ce que nous réserve le futur, mais en tout cas, à chaque fois que j'écoute Mano, je repense toujours maintenant à tous ces moments qui ont chanté mon petit cœur dans mon enfance et mon adolescence, parce que j'aimais beaucoup ce groupe. Alors peut-être pas mon enfance, plutôt mon adolescence, parce que Dana, c'était la tribu de Dana, c'était plutôt dans les années 90, je crois, 98 de mémoire. Donc voilà, j'ai toujours un petit pincement au cœur, voilà, j'ai toujours ces petits papillons dans les yeux quand j'écoute Mano, parce qu'effectivement, je repense à tous ces moments passés avec cette interview, à le découvrir et découvrir son univers. Donc c'est un petit moment magnifique au passage. Et donc ce matin, vous avez choisi pour la diffusion de ce matin, et oui, on va passer Mano, des Mondes Enchantés, le titre. Mais avant ça, moi j'ai choisi une chanson qui va nous mettre le peps ce matin. C'est Shakira, c'est Try Everything. J'adore cette chanson. Je crois que cette chanson, elle fait partie de mémoire d'un dessin animé, Utopia, je crois, que j'avais beaucoup aimé. Et en fait, à chaque fois que j'écoute cette chanson, elle me met du baume au cœur, quoi. Je commence ma journée, si je l'écoute le matin, par exemple, en ayant le peps. Et vous savez que c'est hyper reconnu. Il faut au moins une fois par jour que vous riez et que vous soyez vraiment bien émotionnellement, que vous riez. Surtout que vous riez. Parce que c'est grâce à tout l'énergie que vous faites véhiculer grâce au rire et au bien-être que vous arriverez justement à vivre beaucoup plus longtemps. Oui, c'est ça, Isiliane. Zootopia, voilà. Merci Zéliane, parce que je me souvenais plus, je croyais Gotopia, mais n'importe quoi, ça mérite. Oui, c'est Zootopia. Oui, donc, comme je disais, il faut rire au moins une fois par jour pour pouvoir vivre longtemps et vivre bien. Je ne sais pas si vous le saviez. Et oui, ce sont des preuves scientifiques qui sont sorties, les amis. Donc, on se laisse pour cette pause musicale avec Shakira, puis Manos et Mondes Enchantés. Ensuite, on aura l'immense bonheur de retrouver Mimi Mireille, puis Kadar ne vous raconte. Et ensuite, à 10h30, nous aurons l'immense bonheur de retrouver notre merveilleuse Vera en direct jusqu'à 11h15. À tout à l'heure les amis pour le réveil des enchanteurs. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve comme chaque dimanche matin pour parler d'un personnage historique. Je ne vous apprends rien en vous disant que nous sommes toujours dans le thème de la quête initiatique et que nous sommes le 3e dimanche du mois. Et nous allons parler d'un personnage mythologique masculin. Ce matin, je vais vous parler de Gilgamesh. Avant de commencer, je vais vous faire mon petit laïus habituel en vous disant que les informations que je vais vous donner dans cet audio sont en lien avec ma recherche personnelle dans différents livres, visionnage de reportages, internet, cours selon les cas. Avec Gilgamesh, nous allons voyager au cœur de la mythologie du Moyen-Orient. Gilgamesh est le héros par excellence de Sumer. Alors pour vous faire localiser un petit peu Sumer, c'est une région antique dans le sud de la Mésopotamie et qui est au niveau de l'actuel Irak. Gilgamesh est en lien avec la quête initiatique. Gilgamesh est un jeune homme aventurier, intrépide. Il s'illustre d'une façon dramatique de sa condition humaine et il essaye de sortir de sa finitude. Gilgamesh est le fils de la déesse Ninsun. Alors Ninsun, c'est la grande vache sauvage, autrement dit, elle est la déesse des gros bétails. Et d'un mortel qui est le roi d'Uruk. Gilgamesh est à 2 tiers divin et 1 tiers humain. Et sa maman Ninsun l'a doté, mais alors d'une grande beauté. Il se trouve dans l'enclos d'Uruk, il montre sa force, qui est aussi grande que celle d'un buffle, et tout le monde est sous le choc de voir que Gilgamesh a une telle force en lui.
Il est également un grand constructeur, notamment au niveau de sa ville, où il va faire construire un grand mur de 9 km, un mur qui sera imprenable, de 9 km et demi même, et pourvu de 900 tours. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer un petit peu à quoi ça correspond, mais ça doit être énorme. Dans une autre partie de ce pays, il y a Enkidu. Enkidu est un despote cruel. Alors, pour lui, la vie est simple. Elle se résume à 2 possibilités. Toutes les femmes doivent servir son plaisir. Tous les hommes doivent servir à ses travaux. On dirait comme ça, la vie est facile pour lui. Tous ces sujets supplièrent les dieux de les libérer de leur bourreau. Ils décidèrent d'envoyer un géant le combattre pour le tuer. Et on va se rendre compte que Enkidu est vraiment le contraire de Gilgamesh. Il est à demi sauvage et il a plus de liens avec la bête que l'homme, au fin de compte, et il est doté d'une force, mais alors colossale. Son corps est tout velu, et il vit dans une grotte parmi les fauves. La civilisation lui est inconnue. Alors il détruit tout sur son passage. Il est vraiment, en plus il est bagarreur, et il cherche querelle avec tous ceux qui croisent. Charmant personnage, vous me direz. Pour commencer, Gilgamesh le voit en rêve, puis il apprend son existence par un chasseur embusqué qui l'a vu boire à une source. Il va lui envoyer une courtisane pour le séduire. Cette courtisane va s'unir à lui pendant 7 jours et 7 nuits. Après cette union, elle réussira à le transformer en homme. Enkidu la suivra en ville, il découvre la civilisation, puis il ira rencontrer le roi. La confrontation est rude, car chacun veut l'emporter sur l'autre, et chacun veut s'affirmer. Gilgamesh est plus rusé qu'Enkidu. Et il a le dessus, mais il va se prendre d'amitié pour son adversaire. Tous les deux, ils vont partir à la recherche d'un monstre, mais alors un monstre d'une grande puissance, qui est capable de cracher du feu, et on dit même qu'il peut tuer rien qu'avec son haleine. Ce monstre se nomme Uwawa. Alors Uwawa, ça s'écrit Huwawa. Et il part à sa rencontre, tous les deux, pour essayer d'abattre ce monstre. Pour le trouver, il est dans une forêt de cèdres où il est le gardien. Après moult péripéties, ils arriveront à le tuer. À son retour, la déesse Istar, alors pour rappel, la déesse Istar, c'est la première déesse de la fertilité, mais aussi de l'amour physique et de la guerre. Et bien cette déesse Istar va faire des avances à Gilgamesh. Et Gilgamesh va refuser ses d'ardeur. Istar va rentrer dans une colère furieuse, elle est vraiment hors d'elle. Et elle va créer un taureau céleste capable de détruire toute la ville. Enkidu réussira à l'attraper par la queue, et Gilgamesh lui enfonce une épée entre le garrot et les cornes. Enkidu se vante de la victoire et nargue, insulte la déesse Istar. Elle est de plus en plus furieuse. Une fois de plus, elle va se venger en rendant malade Enkidu.
Il va mourir au bout de 12 jours d'agonie. Gilgamesh sera inconsolable. Il va pleurer pendant 7 jours et 7 nuits son ami, et il espère le ramener à la vie. Mais en vain, Enkidu est enterré. Gilgamesh erre comme une âme en peine dans le désert, et il a peur. La peur vraiment l'anime de mourir. Cela le terrorise. Et c'est là qu'il a une idée lui vient à l'esprit. Conquérir l'immortalité. Alors il sait que Utnapishtim, il y a différentes orthographes et en plus la prononciation n'est pas évidente. Pour moi, je vais vous l'épeler Utnapishtin. En fait, ce personnage est le seul survivant du déluge qui avait été envoyé par les dieux. Il est fermement décidé d'aller le trouver. Et c'est là que va commencer les aventures et l'épopée de Gilgamesh. Ainsi s'achève l'audio de ce matin. J'espère que ce rendez-vous vous aura convenu. Les informations que je vous ai données, vous les retrouverez dans le livre Larousse de la mythologie du monde de Fernand Comte. Concernant Gilgamesh, c'est une histoire que j'aime lire et relire, re-relire régulièrement. Je vous invite à la lire également, à la relire si vous l'avez déjà lue, car cette épopée de Gilgamesh est vraiment fondamentale à mes yeux. Je pense même qu'il est important de l'avoir lu au moins une fois dans sa vie, et il y aurait tant à dire sur son épopée que cela mériterait une émission entière rien que pour en parler. Je vous souhaite une agréable journée, une belle semaine, prenez bien soin de vous et je vous dis à dimanche prochain avec un autre personnage historique. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Alors, étant un petit peu en retard ce matin, exceptionnellement, on ne passera pas la chronique de Cadarne tout de suite après Mimi, mais après la chronique de Vera et de Witchy Planet, parce que j'ai Vera avec moi là actuellement. Coucou ma petite Vera. Oui, coucou Alina, est-ce que tu m'entends bien? Très bien. Ah, super. Que du bonheur, ma très chère Vera. Et ce matin, Vera, donc juste après Vera, on aura bien évidemment Cadarne, hein, je vous rassure, c'est juste exceptionnel. Comme j'ai papoté au début de l'émission, forcément, j'ai pas vu le temps passer et bim. Voilà. Et voilà, tu as fait la bavarde, hein, Alina. Et c'est ça. Mais alors, je te rassure, je pense qu'on arrivera à trouver le temps pour, voilà, pour passer tranquillement la chronique de Cadarne. Oui, on aura le temps après coup, hein, c'est pas un souci. Alors, ma très chère Vera, merveilleuse Vera, tu nous concoctes ce matin une chronique hallucinante. J'ai regardé ton plan, je peux vous dire les amis, le plan est magnifique. Contactez Vera pour la voir parce qu'il y a des images superbes, comme à chaque fois d'ailleurs, hein, je remarque. Mais j'ai la sensation que Paris te touche au cœur et à l'âme, non ? Oui, j'aime beaucoup Paris. Alors, je n'aimerais pas y vivre, hein, parce que vous le savez, je suis une Alsacienne dans l'âme, voilà. Mais par contre, j'aime beaucoup m'y rendre. J'ai la chance de pouvoir le faire assez régulièrement pour mon travail. Et c'est vrai que voilà, il y a une dimension magique et ésotérique, comme bien sûr dans toutes les grandes villes, hein. Mais voilà, c'est un regard, qui m'attire beaucoup. Et donc, c'est vrai qu'il y a vraiment de quoi faire, il y a vraiment de quoi dire. Et à chaque fois que je prépare cette chronique, ben, je me dis, oh là là, j'ai hâte d'y retourner là prochainement pour aller revisiter ou visiter certains endroits dans lesquels je vais vous emmener ce matin. Waouh! Voilà. Et donc, bah, si tu te rappelles, Alina, la dernière fois, alors c'était pas en direct, hein, mais je vous ai emmené donc dans le quartier de Montmartre, dans le 18e arrondissement. Tout à fait.
Et aujourd'hui, je vous propose qu'on aille, pour notre petite balade dominicale, qu'on aille se rendre dans le premier arrondissement. Waouh! Alors, dans le Voilà. premier arrondissement, on retrouve quoi? Alors, tout de suite, moi, je pense au Louvre. Eh ben ouais, oui, Voilà. forcément. Alors le premier arrondissement, c'est déjà les bords de Seine, mais c'est avant toute chose le Louvre, comme tu le dis, puisque d'ailleurs c'est pour ça qu'on appelle parfois le premier arrondissement l'arrondissement du Louvre. Voilà, donc ça veut tout dire, quoi. Et toi, du coup, Alina, est-ce que tu connais ou est-ce que tu apprécies particulièrement Paris ou ce coin-là? Alors, c'est vrai que je suis comme toi, en fait. Je ne suis pas une grande fan de la ville, dans le sens d'y habiter. Ayant déjà vécu dans une grande ville, donc je sais exactement à quoi m'en tenir. Euh, mais effectivement, j'aime beaucoup toute l'histoire autour de cette ville, tous les monuments qui s'y trouvent. J'ai visité la Tour Eiffel comme beaucoup, j'ai visité Oui. le Louvre, alors j'ai pas visité le château de Versailles encore. J'avais fait à l'époque juste les jardins et encore, c'est vraiment les jardins du début du château. Donc c'est vraiment encore quelque chose que j'aimerais faire, hein, dans le futur. Comme beaucoup, bien sûr, l'Arc de Triomphe. Enfin voilà, vraiment, enfin tous les grands monuments, hein. Et bien sûr, étant fan d'Harry Potter, qu'est-ce que j'ai pu faire? Ah, tu as fait. Qu'est-ce qu'il y a à Paris? Alors attends, c'est. Ah, euh, dis-moi. Il y a un Moi, je vois quartier. Édimbourg, je vois Londres pour Harry Potter, mais c'est vrai qu'à Paris, Non, en fait, je dans les connais moins. animaux, je sais pas si tu te souviens, mais dans les animaux fantastiques, il y a, je crois que c'est dans le numéro 2, si je dis pas de bêtises, avec Dumbledore, me semble-t-il, de mémoire, je crois. Ou même peut-être le premier, je sais plus. Il y a des endroits, en fait, à Paris qui ont été tournés. Alors, je sais pas Mhm. s'ils se sont vraiment rendus à Paris pour le faire, ou s'ils ont pris le décor du lieu, mais il y a un immense escalier. Magnifique. Et quand tu remontes l'escalier de mémoire, hein, dans le film, en fait, c'est un des passages pour aller dans le monde des sorciers. Ah Et donc, ah. j'ai essayé de retrouver, quand j'y suis allée avec mon mari, il y a quelques temps de ça maintenant, ça fait un petit moment, on a essayé de retrouver les lieux, en fait, où les tournages avaient été faits pour Harry Potter, quoi. Il Donc, y a j'ai peut-être vu. quelqu'un sur le chat qui est fan et qui peut peut-être nous retrouver aussi les infos. Alors, c'est vrai que, alors bon, autant j'aime beaucoup Harry Potter, mais je suis pas non plus super calée et une fan au point de connaître tous ces aspects-là, mais ça m'intéresse bien, quoi. Ouais. Voilà. Alors, comme tu le disais, c'est vrai que dans le premier arrondissement, il y a beaucoup de monuments. C'est vraiment le cœur historique de Paris. Alors, avec en centrale le quartier des Halles, dont les premières pierres ont été posées au XIIe siècle par Louis VI. Et à l'époque, on appelait ça d'ailleurs le marché des Halles. Alors, il n'y a plus beaucoup de vestiges de cette époque-là. Parce qu'aujourd'hui, la plupart finalement des monuments datent du XVIIIe et du XIXe siècle. Mais on va retrouver, alors, outre bien sûr le Louvre, hein, et puis l'Arc de Triomphe du Carrousel du Louvre, on va retrouver plein d'autres monuments qui sont mondialement connus, comme la Sainte-Chapelle, comme la Conciergerie, évidemment, le Pont-Neuf et bien d'autres choses encore. Alors bon, j'ai dû faire quelques choix quand même ce matin, mais je sais pas, je me demande si je vais pas faire une deuxième, on va dire un deuxième numéro, premier arrondissement, pour peut-être vous parler de la Conciergerie, qui était une prison, on va dire, à l'histoire lugubre, voilà. Mais bon, je vais voir, je vais y réfléchir. En tous les cas, au niveau du premier arrondissement, il va se déployer en 4 quartiers. Donc, il y a le quartier de Saint-Germain-l'Auxerrois, le quartier des Halles, le quartier du Palais Royal et la place Vendôme. Et on va y retrouver aussi des lieux de promenade mythiques, hein, comme le jardin des Tuileries, dont je vais vous parler un peu plus loin, et aussi le jardin du Carrousel. Et d'ailleurs, c'est l'arrondissement qui va du coup posséder la plus grande surface d'espace vert, avec 46 hectares sur les 270 que comporte Paris. Et en plus de ces espaces verts, on va y retrouver de très belles avenues commerçantes que vous connaissez forcément, comme la rue de Rivoli ou encore l'avenue de l'Opéra et bien sûr l'unique, la célèbre place Vendôme qui réunit tous les plus grands joailliers du monde. Et dans le premier arrondissement, on va aussi trouver des grandes institutions sur le plan culturel, comme la Comédie Française, comme le Théâtre de la Ville ou encore le Théâtre du Châtelet. Voilà pour, on va dire, le plantage de décor, hein, comme j'aime bien toujours vous le proposer. Et maintenant, Alina, si tu en es d'accord, je vous emmène en balade ésotérique.
Oui, moi je suis d'accord, hein, mais je pense que les enchanteurs aussi. Et au passage, je fais plein de gros bisous à Dan qui est sur le chat. Il est rarement là, Dan, donc ça fait trop plaisir, il t'écoute. Hein. Eh ben, salut Dan, bienvenue ce matin. Alors, je vous emmène du coup pour cette balade dans le premier arrondissement. Alors, on va visiter 3 lieux incontournables. Le Louvre, évidemment, on en a parlé, mais aussi la colonne Médicis. Et puis, on va finir par un petit tour dans le jardin des Tuileries. Alors, le Louvre, le Louvre, on pense souvent au musée, mais on oublie parfois que le Louvre, c'est le palais du Louvre, qui était un ancien palais royal. Donc, le Louvre, il est situé entre le jardin des Tuileries et l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. Et la construction du Louvre, on peut dire qu'elle est vraiment indissociable de l'histoire de Paris. Cette histoire du Louvre, elle s'étend sur une période de plus de 800 ans, bien que le plan général du palais n'ait été imaginé qu'à la Renaissance. Alors, comme toujours, on va se pencher sur l'origine du nom et comme toujours, il y a plusieurs versions et comme toujours, il n'y a aucune certitude sur cette origine. Alors, Louvre, une première version nous dit que le nom viendrait du lieu-dit nommé en bas latin Lupara, donc du latin lupus, qui signifie évidemment, Alina, qu'est-ce que signifie le latin lupus ? Excuse-moi, je papote en même temps sur le chat. J'ai l'impression, tu sais, c'est comme en classe, tu sais, où j'interroge Mademoiselle Alina, qu'ai-je dit précédemment ? En fait, Dan se posait la question de savoir en fait qui parlait. Alors, je répondais au même moment où tu me parlais. C'est Vera, Dan, qui est à l'antenne, qui raconte le Paris magique. Bon, et oui. C'était pas pour. Non, mais t'inquiète, c'est les aléas du live, moi j'ai envie de vous dire. Exactement, c'est les charmes du live. Voilà. Alors en fait, le nom Louvre, qui viendrait du bas latin lupara, du latin lupus, donc qui signifie bien évidemment loup, et le suffixe ara qui vient en fait désigner un lieu infesté, un lieu rempli de quelque chose. Et donc lupara désignerait donc un bois infesté de loups. Voilà, donc Louvre, comme l'ouvrerie, quoi. Et la deuxième hypothèse, Louvre viendrait de l'ancien français lauer, qui signifiait tour de garde ou tour de guet, puisqu'au début de son existence, le lieu était une forteresse constituée d'une suite de donjons, c'est-à-dire constituée de plusieurs tours de garde. Voilà pour l'origine du nom Louvre. Et concernant l'histoire du lieu, alors au départ, c'était de simples fortifications qui avaient été construites par Philippe Auguste au XIIIe siècle. Et ensuite, le Louvre devient un château médiéval avant de devenir demeure royale à partir du XVIe siècle, puisque de nombreux rois vont y résider, comme François Ier, également Henri II et Catherine de Médicis, puis Louis XIV ou encore Napoléon III. Et chaque monarque va en fait apporter sa patte architecturale au lieu, ce qui rend aujourd'hui l'édifice si particulier par cet agglomérat de styles, de styles qui vont être finalement les témoins de différentes époques et des goûts de ces illustres résidents. Alors, comme le souligne l'autrice Lauren Rurick dans son ouvrage Paris mystique, d'ailleurs que je vous conseille, qui est très sympa à lire, donc je crois que l'édition c'est Kiwi Ezo, c'est un livre qui est assez récent, qui a dû sortir il y a 1 an ou 2. Elle souligne que le Palais du Louvre, c'est un château certes immense, mais plat. Et c'est vrai que la plupart des résidences royales vont généralement s'élever vers le ciel pour illustrer l'ascendance céleste des souverains, qui sont donc les représentants de droit divin. Mais non, lui, le Louvre, il s'étale, littéralement, pour afficher ainsi une supériorité terrestre sur des dizaines de milliers de mètres carrés. Et donc ça, je trouvais que c'était effectivement une caractéristique intéressante à noter. Et autre fait notable, qui va différencier le Palais du Louvre de bien d'autres demeures royales, souvent on va retrouver dans les résidences royales une décoration avec beaucoup de connotations religieuses et pieuses. Alors le Louvre, c'est tout l'inverse. Au Louvre, et là je ne parle pas de l'exposition au sein du musée, je parle vraiment de, on va dire, la décoration intérieure et extérieure du bâtiment, ça n'est que évocation de références païennes. Et vous penserez à moi quand vous retournerez au Louvre, parce que c'est finalement évident, mais c'est vraiment notable. On va retrouver tant au niveau des façades que dans les salles de très très nombreuses illustrations et statues de différents panthéons.
déjà le panthéon gréco-romain. Alors on va y voir beaucoup de statues d'Artémis, d'Aphrodite, de Minerve, de Circé, de Mercure, et j'en passe. Également du panthéon égyptien, puisqu'on va retrouver notamment sur l'un des frontons des statues d'Isis et d'Osiris. Également des dieux celtes, comme Cernunnos. Alors, je ne sais jamais si on dit Cernunnos ou Cernunnos. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Toi, tu dis quoi, Lina? Moi, je Tu dis dis Cernunnos. Cernunnos ou tu Non. dis Cernunnos? Ah ouais, puis c'est comme Chiron. Hein. Moi, je dis Chiron, je dis pas Chiron, mais. Ouais, tu dis pas Chiron, quoi. Ben, je me suis dit Cernunnos comme Cerno de noix. Voilà. C'est comme Donc, ça, on va main. dire Cernunnos. Hein. C'est comme ça, main. Sowin, sans main. Moi, je dis Sawin, ça. Samain, Voilà. ça, ouais, il y a Tutti plein de quanti. versions. Eh bien, on va dire Cernunnos. Hop là, voilà, c'est acté. Et donc, on va aussi y retrouver dans la déco du Louvre tout un bestiaire fantastique avec des satyres, des licornes, des hommes-feuilles. Voilà, donc c'est vraiment, vous voyez, un méli-mélo de références païennes. Et puis aussi, sans surprise, on va y retrouver beaucoup de références alchimiques. Alors, à titre d'exemple, au niveau de la colonnade qui va marquer l'entrée du palais, on sait qu'elle a été construite selon le nombre d'or, le fameux. On va aussi, je vous parlais des frontons précédemment, on a un fronton au niveau de l'aile est qui comporte une sculpture d'un coq aile déployée. Donc, le coq qui est l'animal associé à Hermès, le dieu des passages, des mystères et de l'alchimie. Et ce coq, il est entouré d'un ouroboros, donc ce fameux symbole qui représente un serpent, parfois c'est aussi un dragon, qui se mord la queue et qui représente le cycle éternel du temps et de la nature, le principe d'éternité et le symbole des connaissances secrètes. Voilà, donc ça c'est vraiment un titre d'exemple parce que il y en a vraiment énormément et d'ailleurs je vous en reparle un petit peu plus loin et d'ailleurs dans pas très longtemps puisque maintenant qu'on a une fois de plus un peu planté le décor du Louvre, je vais vous proposer surtout qu'on aille parler de la pyramide ou plutôt des pyramides. Alors c'est sûr que quand on pense au Louvre, tout de suite la première image mentale qui nous vient c'est la cour Napoléon avec cette grande pyramide de verre. Mais ce qu'on ignore souvent, c'est que avant même la pyramide de Mitterrand, puisque c'est lui qui en a ordonné la construction, qui en est à l'origine, eh bien, il y a eu plusieurs monuments pyramidaux à cet endroit. Alors déjà, à la fin du XVIIIe siècle, on trouvait un hôtel pyramidal au centre de la place Napoléon, en l'honneur des victimes tombées lors de la prise des Tuileries. Et un peu plus tard, en 1793, cet hôtel, il va être remplacé par une autre pyramide érigée pour les funérailles du député Marat, qui avait été assassiné, comme vous le savez, par Charlotte Corday. Et seulement un an plus tard, une autre pyramide vient substituer la précédente, cette fois-ci en l'honneur de Robespierre. Et puis, près d'un siècle plus tard, en 1889, l'architecte Louis-Ernest Lheureux va proposer la construction d'un monument sous forme de pyramide à gradins pour commémorer le centenaire de la Révolution française. Alors, c'est un monument qu'il avait pensé inspiré par le mausolée en fait, d'Halicarnasse. En fait, ce projet, il a été abandonné, il n'a jamais vu le jour. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver le dessin qui est conservé au musée d'Orsay et qu'on considère un petit peu comme la version 1.0 de la pyramide du Louvre, de la pyramide de verre qui a été construite dans les années 80, donc précisément entre 1985 et 1989, dans le cadre du projet Grand Louvre, par l'architecte américain Leo Ming-Pei. Alors, comme je vous le disais avant, c'est le commanditaire de ce projet Grand Louvre et de la pyramide du Louvre, c'est François Mitterrand. Et comme vous le savez sans doute, Mitterrand était une personne qui était plutôt mystique, très intéressée par les arts occultes. Il avait son astrologue qui s'appelle, je crois, Isabelle Tessier. Voilà, et donc, sans surprise, on va retrouver dans cette construction de nombreuses références ésotériques. Alors, avant de vous parler justement de cette dimension ésotérique, je vais vous décrire, on va dire, un petit peu cette pyramide. Donc, elle constitue déjà, ça faut le dire, le hall d'accueil principal du musée. Et cette pyramide, cette grande pyramide, elle est haute de 21 mètres, elle est large de 34 mètres à sa base.
et elle est constituée de 603 losanges et 70 triangles de verre. Voilà. Et sa structure est faite de 95 tonnes d'acier et de 105 tonnes d'aluminium. Et à la fois, elle est classique, elle est moderne, mais surtout, elle va recéler un symbolisme très riche qui a trait à l'histoire, à la géométrie, aux chiffres ou encore à l'alchimie. Mais en réalité, il n'y a pas qu'une pyramide du Louvre. En fait, il y en a 5. Et ça, c'est ce que nous rappelle, c'est ce que souligne Adrien Coeur, auteur de l'excellent blog jepense.org. Alors, je souhaite vraiment le souligner parce que, comme j'aime bien vous le rappeler, moi, je ne fais que synthétiser, enfin rechercher, sélectionner des informations, évidemment. Et le blog jepense.org d'Adrien Coeur, il est juste super. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, je sais que c'est quasiment tous notre cas au sein de la communauté d'Antasia. Si vous êtes intéressé par l'histoire et par l'ésotérisme, c'est vraiment, vraiment de grande qualité. Donc jepense.org d'Adrien Coeur. Coeur, c'est H-O-U-R. Voilà. Donc Adrien Coeur, il nous dit quoi? Il nous dit qu'il y a 5 pyramides. Donc il y a la grande pyramide, mais il y a aussi donc 3 petites pyramides, chacune d'une hauteur de 5 mètres, qui vont encadrer la grande pyramide, et aussi des bassins d'eau en forme de triangle qui sont disposés donc entre la grande pyramide et les petites. Et enfin, une 5e pyramide inversée d'une hauteur de 7 mètres, qui est implantée, elle, au niveau du carrousel du Louvre, entre l'arc de triomphe du carrousel et la grande pyramide. Et cette pyramide inversée, je vous invite vraiment, si vous n'avez pas vu déjà en vrai, à aller la voir la prochaine fois que vous vous rendrez à Paris, ou alors aller voir sur Google, pyramide inversée musée du Louvre, ou si vous le souhaitez, je vous envoie mon plan puisque j'y ai intégré la photo de cette pyramide. C'est en fait vraiment une impression visuelle vraiment qui est scotchante, puisque donc c'est cette pyramide, comme je vous disais, de 7 mètres de haut, mais inversée, en verre, évidemment, et elle pointe vers une autre petite pyramide en pierre, et il y a seulement quelques centimètres qui séparent les deux pointes. Vous pouvez même passer votre main, et c'est vraiment visuellement déjà vraiment scotchant. Et en fait, ça vient symboliser les principes opposés, le haut et le bas, le ciel, la terre, le grand, le petit, le macrocosme, le microcosme. Donc c'est vraiment, vraiment très, très fort. Et c'est pour ça, en fait, d'ailleurs, qu'on y a vu dans cet édifice une forme de Graal spirituel. Et d'ailleurs, Dan Brown, dans le Da Vinci Code, si vous vous rappelez du bouquin ou du film, selon, eh bien, lui, il a vu dans cette pyramide inversée en forme de V le calice du Graal. Voilà, donc allez voir la pyramide inversée du Louvre, c'est vraiment étonnant. Waouh! Et tu l'avais, je ne sais pas si tu la connaissais cette pyramide inversée, Alina? J'ai pas de souvenir. Alors pourtant, je suis allée au Louvre, mais j'ai pas de souvenir. Alors, peut-être que je suis pas passée ici. Je crois bien que c'est à l'entrée, non? Alors en fait, c'est pas. Alors ça, c'est la grande pyramide, mais la pyramide du Louvre, en fait, elle est en dehors de la cour Napoléon, donc elle est vraiment en fait au niveau du carrousel du Louvre, donc dans les jardins avant. Voilà. Et donc en fait, c'est, si tu veux, quand tu es de l'extérieur, ça plonge. En fait, c'est plongeant. Tu vois, tu la vois pas en relief puisque, par définition, elle est inversée. Mais on peut aller la voir en accédant par les souterrains, effectivement. Et c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose de très chouette. Donc, n'hésitez pas à googliser. Il y a pas mal de photos que vous allez pouvoir retrouver. Voilà. Donc ça, c'est déjà une symbolique forte. Mais en tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'ensemble qui est formé par ces 5 pyramides du Louvre ne sont finalement que symbolique ésotérique. Déjà, première symbolique, c'est l'évocation du triangle et du carré. La face des pyramides sont évidemment triangulaires, mais la base est carrée. Chacune des faces est constituée à la fois de triangles et de losanges. Et vu du ciel, les pyramides vont s'inscrire dans un grand carré qui se découpe en différents triangles. Et comme vous le savez, le triangle carré, si on fait le parallèle avec la numérologie, c'est le nombre 3, donc ça c'est le triangle évidemment, donc la Trinité divine. Et le carré, c'est le nombre 4 qui va symboliser la terre, les fondations, la vie terrestre et matérielle. Donc finalement, ce 3, ce 4, le triangle carré, c'est l'union du spirituel et du matériel. Et là, on reboucle aussi avec la symbolique de la pyramide inversée. Et ce côté transparent
le fait que la grande pyramide soit ouverte, complètement ouverte aux rayons du soleil et qu'elle émerge au milieu de ces 7 bassins d'eau, nous rappelle aussi quelque part l'Égypte, hein, avec les eaux du Nil, à proximité desquelles se trouvent les grandes pyramides de Gizeh. Donc ça, c'est une première symbolique. Autre symbolique, et là on reboucle avec l'alchimie. Je vous parlais avant de la présence de l'eau avec ces fameux bassins. Eh bien, on va retrouver la rencontre du feu et de l'eau, deux éléments alchimiques essentiels qui créent la vie, puisque l'eau et le feu sont les 2 énergies qui dominent le monde. Et cette rencontre, cette superposition marque l'union du masculin, du féminin, de l'esprit, de la matière. Et comme vous le savez sans doute, en alchimie, l'élément feu, il est représenté par un triangle droit, comme une pyramide, hein, et l'élément eau par un triangle inversé, une pyramide inversée, une fois de plus. Et l'union de ces 2 triangles, quand on les superpose, donne quoi? Donne le fameux sceau de Salomon, ou alors encore l'étoile de David, hein, dont la signification ésotérique est particulièrement riche dans l'ancienne tradition juive et bien sûr dans la Kabbale. Donc, il y a déjà, on va dire, cette référence-là, et puis on peut compléter l'analyse avec la présence de 2 autres éléments alchimiques, l'air, qui est représenté par la transparence de la pyramide, et la terre, puisque en fait, l'accès au musée du Louvre, sous la pyramide, se fait par un hall souterrain, donc sous la terre. Donc en fait, la grande pyramide du Louvre, elle va évoquer autant le céleste que les profondeurs terrestres. Donc la pointe de la pyramide, elle nous invite à nous élever vers le ciel, vers le monde de l'esprit, alors que la pyramide, avec son hall d'entrée souterrain, nous invite à descendre, à nous enfoncer dans les entrailles de la terre, dans la matière. Et là, on va retrouver ce paradoxe bien connu en ésotérisme, qui est le principe de descendre pour s'élever. Donc, ce qui va vraiment en fait illustrer l'effort de connaissance de soi, puisque c'est en visitant l'intérieur de soi-même que l'on pourra peut-être accéder à la compréhension des plus grands mystères de l'univers. Et c'est aussi évidemment la correspondance entre le ciel et la terre, selon la fameuse formule alchimique de ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et là, vous pensez, pour certains, je l'imagine, au Kybalion par Hermès Trismégiste, le 3 fois grand. Donc la pyramide, outre toutes ces symboliques, c'est aussi, et en premier lieu, un des symboles les plus anciens et les plus puissants qui soient, puisque le triangle, c'est vraiment la forme idéalisée, spiritualisée, la forme parfaite, qui va nous parler de géométrie, de mathématiques, de la rencontre du physique et du métaphysique. Et la pyramide, c'est avant tout un temple, un lieu sacré qui va avoir un fort pouvoir ascensionnel. Elle va vraiment en fait jouer le rôle d'échelle cosmique, un petit peu comme la flèche des cathédrales, qui vont donc traduire en fait une dynamique d'élévation vers le grand tout, vers l'esprit supérieur, vers les hautes sphères de la connaissance. Alors que la pyramide inversée, elle peut être vue vraiment comme en fait un prisme qui s'ouvre, c'est-à-dire vraiment une ouverture au monde. Le champ va s'élargir à partir d'une pointe, d'un petit point, et là l'univers se déploie sous nos yeux désormais clairvoyants. Donc finalement, la pyramide droite, elle traduit la convergence vers la source avec un grand S, alors que la pyramide inversée, elle représente l'élargissement du moi vers le tout, 2 chemins qui traduisent en réalité une même démarche spirituelle. Et puis, bien sûr, la pyramide, on a parlé beaucoup d'alchimie. La pyramide, ça constitue aussi un symbole maçonnique majeur, la forme donc du delta lumineux, le symbole du grand architecte de l'univers. Et on sait d'ailleurs que Mitterrand était aussi versé dans ces aspects-là. Alors évidemment, et avant toute chose, la pyramide nous évoque l'Égypte ancienne. Les pyramides étaient des monuments funéraires, c'était des lieux de passage vers l'au-delà. Et donc on va noter évidemment plein d'autres références à l'Égypte ancienne. On va
déjà, en fait, il faut noter que les proportions de la grande pyramide du Louvre sont calquées sur celles de Khéops, bien sûr en dimension réduite. La pyramide du Louvre, c'est une porte d'entrée vers le musée, comme les pyramides d'Égypte étaient des portes d'accès vers l'au-delà. Et puis, le musée du Louvre aussi est célèbre pour ses collections égyptiennes. Le quartier égyptologie est fort riche, et dont beaucoup d'objets ont été d'ailleurs apportés par Napoléon Bonaparte lors de sa campagne en Égypte. Et puis, on peut aussi faire le parallèle entre la pyramide du Louvre et l'obélisque de la Concorde, qui sont distantes de seulement quelques centaines de mètres. En fait, la pyramide et l'obélisque vont se trouver sur l'axe historique de Paris. Et François Mitterrand y a vu en fait une correspondance cosmique entre la vallée des rois égyptienne et la voie royale parisienne, c'est-à-dire entre cette correspondance cosmique entre l'Orient et l'Occident. Et vallée des rois, voie royale, et ça c'est Adrien Coeur qui nous le suggère, c'est l'axe des souverains, des présidents, c'est la voie du triomphe et l'accès à une certaine forme d'immortalité. Donc au final, la pyramide du Louvre évoque un lieu de renaissance. Il faut s'enfoncer au plus profond de la terre, dans ce gouffre de cristal, pour entrer dans les voies de la connaissance. Et puis, quelque part, il y a aussi ce symbolisme du tombeau et de la mort qui peut être repris, c'est-à-dire qu'on va que pénétrer dans la pyramide, entrer dans le musée, c'est abandonner une partie de soi-même, c'est renoncer à sa propre ignorance, c'est s'ouvrir au savoir et à la connaissance pour évoluer et donc quelque part mourir, accepter de mourir à son ancien moi. Voilà pour ce topo, on va dire, sur les pyramides du Louvre. Alors bien sûr, et pour finir, pour conclure sur la visite du Louvre, on va finir par un focus sur le musée. Le musée du Louvre, c'est 34 000 œuvres. C'est près de 73 000 mètres carrés de salles et de galeries. D'ailleurs, c'est le plus grand musée d'art du monde. Il est visité par 8 millions de personnes par an, ce qui fait de lui le lieu le plus visité devant la Tour Eiffel, parmi les lieux payants, puisque parmi les monuments d'accès libre, ça va être en première place Notre-Dame de Paris. Et donc, au musée du Louvre, vous allez retrouver 8 départements. Donc, les collections qui présentent l'art occidental du Moyen-Âge à 1848, mais aussi celui des civilisations antiques, l'Égypte évidemment, mais aussi les civilisations orientales, grecques, étrusques, romaines, les arts premiers chrétiens et aussi ceux de l'islam. Donc, c'est vraiment un musée magique. Enfin, moi, je suis à chaque fois vraiment transportée quand je m'y rends. Et on dit qu'il faudrait au moins 100 heures pour tout visiter. Mais je peux vous dire que si vous visitez un musée à la vitesse qui est la mienne, je pense qu'à mon avis, je peux m'y installer pour au moins une année. Voilà. Et tu sais, alors je vais te dire, on a plein de merveilleux retours sur le chat. Vraiment, en plus, il y a Titi qui vient d'arriver. Enfin, vraiment, quand je vois les pseudos, ça me fait trop chaud au cœur. Les enchanteurs sont vraiment hyper émerveillés par tout ce que tu racontes ce matin, Vera. Ah bah super. Bah écoutez, je suis contente que ça vous intéresse, parce que je pense que c'est des lieux en fait qui sont connus par tous. On a tous un jour visité, comme tu le disais, la Tour Eiffel, le Louvre, etc. Mais voir cette histoire cachée, je trouve que c'est vraiment magique. Alors du coup, moi je vous propose de ressortir du musée, puis qu'on aille se diriger vers le quartier de Châtelet-Les Halles pour nous rendre à la bourse de commerce. Alors pourquoi la bourse de commerce ? Alors, c'est pas pour le lieu en lui-même, qui d'ailleurs est très très beau, c'est l'ancienne Halle au blé, mais pour aller voir en fait une composante du bâtiment qui s'appelle en fait la colonne Médicis et qui ne date pas de l'époque en fait de l'actuelle bourse de commerce, mais qui est en fait le dernier vestige d'un vaste hôtel particulier qu'on appelait l'hôtel de Soissons. Alors cet hôtel de Soissons, il est passé de main en main depuis l'époque médiévale jusqu'en 1572, où là, il va être racheté par la reine Catherine de Médicis, d'où le nom colonne de Médicis. Et donc l'hôtel de Soissons va devenir sa résidence royale, qui s'appellera donc l'hôtel de la reine. Alors cette colonne, elle n'est pas très très connue et pas très reconnue, et pourtant son histoire est vraiment passionnante. Donc cette colonne, elle a été construite entre 1572 et 1584, donc par l'architecte Jean Bulan
pour orner la résidence de Catherine de Médicis, et son architecture, si vous souhaitez mon plan ou si vous allez voir sur Google, s'inspire largement de la Renaissance. Elle va vous évoquer la fameuse colonne Trajane de Rome, tout comme d'ailleurs la colonne de la place Vendôme. Et donc cette grande colonne de pierre, hein, qui fait 31 mètres de haut, vous allez encore pouvoir observer certains décors, malgré qu'ils sont quand même pas mal effacés par le temps, puis ils ont été aussi pas mal dégradés lors de la Révolution française. Mais vous allez pouvoir voir le monogramme de la reine, donc un C et un H entrelacé, donc C pour Catherine, H pour Henri II le roi. Et puis vous allez pouvoir observer des couronnes, des fleurs de lys gravées, sculptées, des cornes d'abondance ou encore des miroirs cassés du deuil, puisque c'était en fait une colonne qui a été construite aussi en commémoration de Feu son mari. Et puis c'est en fait donc une colonne qui est en fait creuse, hein, qui fait 3 mètres de diamètre et qui cache en son cœur un escalier en colimaçon de 147 de marche qui nous permet en fait d'accéder à une étroite plateforme. Et en haut de cette plateforme, on y retrouve en fait une ancienne structure métallique qui était en fait à l'époque un cabinet sous verrière dont chaque angle du chapiteau marque un point cardinal. Et on sait en fait que cette plateforme, cette verrière, servait en fait de mire astronomique pour les nombreux devins et astrologues de la reine, puisque vous le savez sans doute, hein, mais Catherine de Médicis, elle est aussi très connue pour avoir été passionnée par les arts occultes, par l'astrologie, et notamment elle avait son astrologue personnel, le fameux Florentin Côme Ruggieri. Oh oui. Et donc Catherine de Médicis, elle a passé sa vie entourée d'astrologues et de savants qu'elle consultait pour tous les sujets et pour toutes ses décisions. Écoute, moi, à chaque fois qu'on me parle de Catherine de Médicis, je suis comme une dingue, donc j'en prends plein les mirettes, ma très chère Vera, vraiment. Et je connaissais pas du tout la colonne Médicis à Paris. Vraiment, là, tu m'apprends quelque chose. Et en fait, alors moi je ne connaissais pas vraiment non plus, alors comme toi, hein, je connais l'histoire qui est un peu sulfureuse, hein, de Catherine de Médicis. Elle a finalement fait le meilleur comme le pire, hein, cette femme. Mais elle a connu aussi, et quand on lit un petit peu sa biographie, on comprend aussi que son appétence en fait pour tout ce qui était arts occultes vient aussi du fait qu'elle a eu vraiment dans sa jeunesse, elle a vraiment rencontré aussi des drames, donc elle s'est tournée aussi vers, elle a cherché en fait des clés, et puis je pense qu'elle a eu aussi une vie qui devait vraiment pas être simple, mais bon après elle a aussi orchestré des choses qui étaient assez horribles, hein. Mais bon, en tous les cas, elle savait elle-même, outre le fait qu'elle était entourée d'astrologues, elle savait elle-même lire dans les étoiles. Et on dit que par les soirs de ciel clair, elle se rendait dans cette tour, donc tout en haut de cette colonne, grâce à un petit pont qui reliait en fait sa chambre à la colonne pour consulter les astres. Et on dit qu'elle y aurait vu la Révolution française 2 siècles auparavant. Bon, ça, c'est un peu la légende, hein. Mais pour l'anecdote aussi, alors je vous disais, en fait, vous l'avez peut-être noté ou pas, hein, mais je vous évoquais tout à l'heure que Catherine de Médicis était à l'origine de la construction du Palais des Tuileries qui jouxtait celui du Palais du Louvre. Alors ce Palais des Tuileries qui n'existe plus, hein, puisqu'il a été incendié. Mais en fait, elle a subitement quitté en fait le Palais des Tuileries qu'elle était en train de se faire construire pour justement rejoindre cet hôtel de Soissons. Alors, est-ce que tu sais pourquoi Lina elle a quitté subitement son ancienne demeure pour rejoindre cet hôtel-là? Alors, il me semble qu'il y a une légende autour de sa mort, non? C'est pas ça? Ouais, tout à fait. En fait, justement, cette légende, elle a pour origine une histoire d'astrologie, puisqu'en fait, son astrologue personnel, donc comme Ruggieri, lui aurait prédit en 1571 que, je cite, Saint-Germain verrait mourir la reine. Et ça vraiment ça l'a épouvanté, hein, ça l'a fait vraiment en fait flipper. Et donc, du fait que le Palais des Tuileries se trouvait juste à côté de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, elle va quitter précipitamment le palais en construction pour justement s'installer dans l'hôtel de Soissons. Et puisque tu parles justement de légende, alors la légende tient en fait au moment en fait de sa mort, 17 ans après qu'elle ait quitté le Palais des Tuileries en 1589 à Blois, la reine se meurt.
Et on fait appeler, comme on le faisait à l'époque, un prêtre pour qu'il lui porte l'extrême onction. Et lorsqu'il a été près d'elle, la reine lui demande son nom et le prêtre lui répond « Je m'appelle Julien de Saint-Germain ». Et donc là, évidemment, c'est la prédiction de Ruggieri qui se manifeste, puisque c'est bien donc Saint-Germain qui a vu mourir la reine, mais pas celui qu'elle pensait. Donc c'est ça la fameuse légende de Saint-Germain qu'on associe donc à Catherine de Médicis. Oui, quand on est fan, je connaissais également l'histoire. Il y a Mimi qui pose la question, est-ce que... alors, qu'est-ce qu'elle dit, Mimi? Alors, attends, excuse-moi. Elle dit, est-ce que la colonne a été détruite? Ou alors, si on y passe devant, on la voit toujours, tu sais? Non, tu la vois toujours, la colonne. Elle est vraiment, en fait, intégrée à la bourse de commerce. Et donc, non, elle est toujours visible. Alors, on ne peut pas y monter, mais elle est toujours visible, ouais, effectivement. En tout cas, c'est impressionnant. J'ai mis sur le chat la photo. Je crois bien que j'ai réussi à trouver la même photo que ton plan, pour te dire, me semble-t-il. Ouais. Oui, je pense que c'est celle je crois que c'est celle de Wikipédia. Ah, moi je l'ai trouvée sur blogspot.com. Ah, ok, ouais. Et franchement, le monument est magnifique, quoi. Oui, tout à fait. Donc voilà pour... on va en reparler, on va pas tout à fait quitter Catherine de Médicis, puisque c'est un peu la figure centrale aussi de cette chronique. Alors je vous propose en fait de revenir un peu sur nos pas, donc on va remonter la rue du Louvre, la rue de Rivoli, pour nous rendre dans le jardin des Tuileries. Alors pourquoi le jardin des Tuileries? Alors déjà pour vous faire découvrir ce jardin qui est vraiment magnifique, donc c'est un jardin donc qui se trouve entre le Louvre et la Concorde, qui est vraiment au niveau des berges de Seine et qui s'inscrit dans la perspective aussi des Champs-Élysées. Donc c'est un jardin qui fait 25 hectares et qui inclut le jardin du Carrousel, un espace vert qui est classé au monument historique depuis 1914. Et en fait, la création de ce jardin est vraiment intimement liée à celui des Palais des Tuileries, qui lui, donc, comme je le disais avant, n'existe plus. Mais c'est en fait André Le Nôtre, qui, on va dire, des dizaines d'années après la mort de Catherine de Médicis, mais va créer en fait ce jardin. Alors André Le Nôtre, ça vous parle sans doute puisque c'est le créateur des jardins royaux de Versailles. C'est le concepteur du jardin à la française, voilà. Et donc c'est lui qui est le grand maître d'ouvrage de ce jardin, qui est un lieu de promenade qui est très prisé par les Parisiens, mais aussi par les touristes du monde entier. Et alors pourquoi je vous emmène dans ce jardin? Alors pour bien sûr vous rappeler qu'on peut aller se balader dans cet endroit vraiment très beau, mais aussi parce que vous êtes susceptible d'y croiser le petit homme rouge. Alors est-ce que quelqu'un dans le chat connaît la légende du petit homme rouge? Alors moi, déjà personnellement, je connais pas. En fait, le petit homme rouge, alors comment dire, commence avec Catherine de Médicis à nouveau. Alors c'est une légende qui est assez connue parce que ça va bien au-delà en fait de Catherine de Médicis. Alors l'histoire commence en 1564 à Paris. Donc Catherine de Médicis se fait construire donc ce fameux palais des Tuileries. Et pour pouvoir, donc elle va quitter, comme je vous le disais avant, pour rejoindre l'hôtel de la reine, par peur justement de la présence de l'église Saint-Germain et de la prédiction de Ruggieri. Et donc, en fait, pour pouvoir construire ce palais dans le même quartier, qui s'appelait donc les Tuileries, puisque c'était... on y trouvait en fait avant d'anciennes fabriques de tuiles qui dataient du Moyen-Âge. Et il y avait un abattoir qui était la propriété d'un homme qu'on appelait Jean l'Écorcheur, qui était un boucher des osseurs. Et la légende dit que Jean l'Écorcheur rendait quelques services à la souveraine en faisant par exemple disparaître quelques corps encombrants. Alors ça, c'est la légende. Et malgré qu'il aurait été proche de la reine, ou en tous les cas de ses sbires, on l'a quand même dégagé. Oui, parce qu'il fallait de la place pour continuer à construire le palais des Tuileries. Et donc, on lui a proposé une somme d'argent, mais qui, de son point de vue, était pas suffisante, en indemnité d'expulsion forcée. Et donc, il aurait menacé de révéler quelques secrets sur justement les actes de Catherine de Médicis.
Et du coup, pour le faire taire, la souveraine aurait employé les grands moyens en envoyant son homme de main, le chevalier de Neuville, pour l'assassiner. Et peu de temps après l'avoir assassiné, en fait, la silhouette ensanglantée, le fantôme ensanglanté du boucher serait revenu hanter Neuville. Et du coup, celui-ci en aurait fait part à la reine, qui n'aurait pas vraiment prêté attention. Mais c'est justement comme Ruggieri, donc l'astrologue personnel de la reine, lui de nouveau, qui aurait été visité par ce fantôme qu'on appellera bientôt le petit homme rouge. Et c'est lui qui aurait soufflé à Ruggieri la prédiction comme quoi Saint-Germain verrait mourir la reine. Voilà, donc ça c'est ce qu'on raconte. Et il aurait aussi prédit que la fin de la dynastie des Valois, c'est-à-dire la dynastie des Médicis, prendrait fin. Alors en effet, cette prédiction, elle va se réaliser puisque les 3 fils de la reine vont mourir successivement, les uns après les autres, sans héritier, ce qui va mettre un terme au règne de la famille des Valois, qui va être remplacé par celle des Bourbons. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque en fait, le petit homme rouge des Tuileries aurait continué à hanter le palais parisien et ses occupants, poursuivant son rôle d'oiseau de mauvais augure, et il serait apparu le 13 mai 1610, à la veille de l'assassinat d'Henri IV par Ravaillac. Marie-Antoinette l'aurait aussi aperçu à plusieurs reprises, notamment le matin même où la foule est venue envahir le palais parisien en août 1792. Le fantôme du petit homme rouge serait aussi venu visiter Napoléon quelques jours avant la débâcle de Waterloo, puis Louis XVIII, à la veille de sa mort, et sa dernière apparition aurait eu lieu le 23 mai 1871, pendant l'incendie des Tuileries, en pleine commune de Paris. La foule l'aurait vu danser dans le brasier avant de disparaître pour toujours dans une tornade de fumée. On a l'impression que c'est un petit peu une sorte de malédiction pour les têtes couronnées de France, quoi, parce que tu cites pas mal de rois, de reines. Complètement. Ah oui, c'est vraiment ça. Donc voilà, oui, c'est vraiment une sorte de malédiction. Tu as raison, ouais. Je trouve. Alors, ce qui est dingue, c'est que je suis une grande passionnée de Médicis, donc, mais je ne connaissais pas. Et puis même Ruggieri, j'ai même visité le château de Chaumont-sur-Loire, pour te dire. Oui. D'ailleurs, il y a une pièce qui porte son nom, puisqu'il y aurait résidé. Merveilleux ce château. Franchement, je vous conseille de visiter. Il y a même une énorme tapisserie qui représente toutes les planètes astrologiques. Enfin, il faut aller voir, hein. Franchement, ce château est magnifique. Tu vois, je ne le connais pas celui-ci, donc j'en ai entendu, du coup, c'était en faisant les recherches pour la chronique que je l'ai découvert, mais avec ce que tu dis là, ça donne envie de s'y rendre. Et donc, comme je disais, ça me scotche parce que j'ai jamais entendu parler de ce petit bonhomme rouge, quoi. La légende du petit homme rouge. Ouais, et tu as les sources dans ton plan, donc ce qui est merveilleux. Donc je vais aller m'atteler à tout ça parce que là tu m'apprends des trucs. Waouh, je suis scotchée encore une fois. Écoute, je suis contente en tous les cas que ça t'ait intéressé, puis que c'est aussi intéressé tous nos Antasiens, n'est-ce pas? Et puis, avec plaisir pour vous retrouver le mois prochain pour continuer ces balades ésotériques dans Paris. Dans le Paris magique. Oui. À la sauce Vera. Et le mois prochain, alors? Je pense que je vais peut-être vous parler de Nicolas de Flamel. Oh. Nicolas Flamel, voilà. Waouh. À voir. Mais j'ai plein de choses. Il faut opérer des choix parce qu'il y a énormément de choses à dire. Alors du coup, il faut que je fasse un petit peu mon inventaire, là, mon découpage jusqu'au mois de juin pour que tout ça tienne. Et voilà, mais je vous prépare encore bien des surprises. Et si jamais vous voulez aller encore plus loin, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quelques temps en arrière, ça fait plusieurs années maintenant, BTLV, donc Bob Belanca de BTLV, avait proposé tout plein de documentaires autour du Paris magique. Il s'est baladé avec de grands passionnés d'histoire et tout ça, pour justement retrouver tout le côté ésotérique, mystique autour de Paris. Donc si jamais vous ne l'avez pas vu, franchement, allez voir, allez découvrir ces vidéos. Elles sont superbes. Je ne sais pas si tu les avais vues, Vera. Non, je les ai pas vus, mais du coup, BTLV, donc si quelqu'un a le lien, ça m'intéresse bien pour aller voir, ouais.
Je chercherai, si jamais personne te les passe, je chercherai après le live. Hein, Super. voilà. Top. Merci beaucoup, ma très chère Vera. Avec plaisir. Allez, gros bisous à tous. Et puis, je crois que maintenant, c'est Cadarn, il me semble. Et oui, c'est Cadarn. Cool. Donc, mes très chers enchanteurs, avant qu'on mette Cadarn, je voulais vous faire découvrir un artiste. Alors, j'ai reçu cette semaine différents mails d'artistes, et notamment d'agents d'artistes, pour nous faire découvrir leurs univers. Et donc, donc j'ai eu un coup de cœur pour l'un d'entre eux qui s'appelle donc Hall in School. Donc, Hall in School est un artiste magnifique. Il a une voix, vous verrez, c'est superbe. Et le titre que je vais donc vous faire découvrir s'appelle There Are Some. Et donc, quelques informations sur cet artiste. Eh bien, c'est un auteur-compositeur-interprète qui a 23 ans. Et il fait donc ce qu'on appelle de la pop acoustique et du folk anglais. Sa principale influence est surtout Ed Sheeran. Oui, je crois que je le prononce bien. Et parmi ses autres influences, eh bien, il y a tout un tas d'artistes autour de cet univers, comme par exemple Saïton Kodaline, Shawn Mendes ou XXXTentacion. Alors, je suis désolée pour mon anglais pourri, mon accent d'anglais pourri, bref. Et donc, ce morceau est magnifique. Je vais vous résumer en français ce que signifie ce titre. Donc c'est donc There Are Some, et donc ça signifie, donc le couplet 1, il parle en fin de compte, il dit: il y a des moments qui ne s'oublient pas, dans les rires ou les larmes, ils nous marquent, puis il y a les nôtres, où tout est encore plus fort, il y a des gens qui ne s'oublient pas, puis il y a toi, qui as réussi à remplir tous les espaces de mon cœur. Depuis les étoiles, je me dis que tu me regardes aussi. Alors pourquoi me fais-tu pas de signe? C'est beau, hein? Ça fait un moment que tu n'es plus là. Pourtant, à des moments, j'entends encore ton rire ou je vois ton visage dans la foule. Il y a des rêves que l'on n'ose pas partager à haute voix. Ils ne savent pas à quel point cela me rend mal. J'aimerais te rejoindre. Depuis les étoiles, je me dis que tu me regardes aussi. Alors pourquoi me fais-tu pas de signe? Donc vous voyez, l'univers est orienté autour de l'amour, de la perte de l'amour, mais surtout autour de la médiumnité, des fantômes, le fait de vouloir justement retrouver cet être aimé et perdu, attendre ce signe que beaucoup, en fin de compte, attendent lorsqu'ils perdent un être cher. Et j'ai trouvé vraiment déjà l'univers de base au niveau des paroles vraiment magnifique, mais en plus, alors la musique, la voix, tout est là, quoi. Donc c'est en anglais, j'ai voulu vous expliquer un petit peu le texte en français pour que vous puissiez un petit peu comprendre aussi pourquoi cette chanson m'a autant émue et touchée. Et après la diffusion de cette chanson, mes très chers enchanteurs, eh bien nous allons passer la chronique de Cadarn, la Bretagne de A à Z. Donc je fais plein de gros bisous et je vous dis à tout à l'heure après toutes ces belles choses. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. La Bretagne de A à Z. Cadarn vous raconte. C'est un patron breton. Pop, entre mot de passe, ETH, fichier, éphéméride du jour, ok, copier-coller, envoi vers fichier Bécassine. Et voilà une intro trop trouvée. Merci mon barde préféré. Né en Grande-Bretagne au IVe siècle, ma vie fut marquée par des épreuves et une quête spirituelle intense. Capturé par des pirates Picts ou Stock, selon les écrits, j'ai été vendu comme esclave en Irlande, où, dans la solitude des collines, j'ai trouvé la foi chrétienne. Guidé par un rêve, j'entrepris une formation ecclésiastique, puis, revêtu de l'habit du missionnaire, je retournai en Irlande. Ma mission consistait à partager la lumière du Christ avec les tribus celtiques. J'ai utilisé le trèfle pour expliquer la Sainte Trinité, laissant un héritage spirituel. Les défis furent nombreux, mais la foi chrétienne a fleuri en terre irlandaise. La légende raconte que j'ai chassé les serpents, symbole du paganisme, et converti les païens. Je suis décédé le 17 mars, et ma fête est devenue une célébration mondiale de l'héritage chrétien irlandaise. Je suis Saint Patrick. Bon, ça c'est pour la partie éphéméride de ce dimanche. Heureux hasard aux manipulations de l'espace-temps pour faire connoter cette date à cette chronique. Tiens d'ailleurs, qui sont les saints patrons de la Bretagne? Sainte Anne, odeur aux dames. Sainte Anne, bien qu'aujourd'hui associée à la mère de la Vierge Marie, pour avoir des liens avec des déesses pré-chrétiennes.
Elle pourrait être la christianisation d'une déesse indo-européenne présente sous différentes formes en Europe et associée à la fertilité. Le terme indo-européen, Anna, signifiant souffle ou âme, est associé à la déesse de Anna. Le culte de Sainte Anne trouve ses racines au XIIe siècle, mais connaît une diffusion significative, souvent associée à la survivance de l'ancienne déesse celtique Anna. Elle est parfois surnommée Mangos ar Vretoned, la grand-mère des Bretons. Plus tard, au XIXe siècle, le culte de Sainte Anne s'intensifie en réponse au gnome de l'Immaculée Conception de 1854, offrant une attention particulière à la mère de Marie, renforçant ainsi la dévotion envers Sainte Anne. La légende, rapportée par Anatole Lebras, décrit Anne, originaire de Plonévels-Borzed, mariée à un seigneur jaloux, chassée du château de Bmoelian pour avoir conçu un enfant contre la volonté de son mari. Elle erre jusqu'à la plage de Tréfouquet. Un ange l'attend avec une barque qui la conduit jusqu'en Galilée. Des années plus tard, sa fille Marie, devenue la mère du Christ, épouse Joseph. Anne revient en Bretagne distribuer ses biens aux pauvres et y termine sa vie dans la prière. Le 26 juillet 1914, jour du pardon de Sainte Anne d'Auray, elle devient officiellement Madrona Proficientia Britannia, c'est-à-dire patronne de la province de Bretagne. Elle rejoint ce titre Saint-Yves, saint patron de la Bretagne depuis la fin du Moyen-Âge. Saint-Yves. Yves Héloï de Carmartin, né vers 1253 selon la tradition, mais possiblement en 1248 selon certaines sources, né dans une famille noble de Carmartin. Élevé dans le Trégor, il part à Paris dans les années 1260 pour étudier à la Sorbonne. Yves étudie les arts pendant 6 ans, réussissant son examen final à 20 ans. Il poursuit ses études de droit canon, puis se rend à l'université d'Orléans pour le droit romain en 1272. Entre 1274 et 1277, il retourne à Paris pour étudier la théologie. Déjà à cette époque, il se distingue par son mode de vie ascétique en faveur des pauvres. L'évêque de Tréguier reconnaît les talents d'Yves et le persuade de revenir. Après la mort de ses parents, il hérite de leur patrimoine. Il accueille les nécessiteux à sa table et prend en charge 2 orphelins. En 1284, il est nommé officiel et prêtre, puis recteur de Trédrez. En 1292, il est envoyé à Louannec par le nouvel évêque. Yves prêche avec éloquence, se déplaçant fréquemment à pied dans la région. Sa vie ascète est remarquable, portant des vêtements modestes, jeûnant fréquemment, dormant à même le sol et partageant ses biens avec les démunis. Yves Héloï quitte sa fonction du diocèse en 1298 pour se consacrer à la contemplation. Il décède le 19 mai 1303, jour de l'Ascension, dans son manoir de Carmartin. Par acte du 19 mai 1347, le pape Clément VI canonise officiellement Yves Héloï en l'inscrivant au catalogue des saints et en fixant au 19 mai le jour de la célébration de Saint-Yves. Saint-Yves, bien que cette légende ne soit pas présente dans le procès en canonisation, est souvent associée à une histoire similaire à celle de Séni Joanne et du rôtisseur dans le tiers livre de Rabelais. Confronté à un litige entre un aubergiste et un mendiant, se nourrissant des odeurs de cuisine, Yves jette des pièces sur la table, déclarant que le son paie l'odeur. Cette anecdote illustre sa réputation d'avocat de justice, reconnaissable par sa compassion envers les démunis, ignorant les différences. En 1997, est née à Nantes la fête de la Bretagne sous le nom de Fest Yves Goël Ewan, impulsée par l'association Agence culturelle bretonne de Loire-Atlantique, d'où elle est essaimée en Bretagne et dans le monde entier. La fête de la Bretagne se situe autour du 19 mai, Saint-Yves. Conclusion en odeur de sainteté. 2 personnages, un homme, une femme. 2 aspects, la justice et la protection. Le féminin et masculin sacré de la Bretagne. Ensemble, ils symbolisent des aspects importants de la vie bretonne, mais je vous laisse à vos envies. Alors attention à la Guinness et d'avance, bonne fête à notre Saint-Yves.
patron de la Mandragore. Kenavo, à Centre-Vert. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi. Et oui, magie et enchantement, réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. Il nous reste une petite demi-heure et pour ça, eh bien, c'est tout nouveau. À partir d'aujourd'hui, chaque 3e dimanche du mois, nous allons donc ouvrir les portes pendant une petite trentaine de minutes autour de l'actualité de la communauté EzoWitch francophone. Et là, pour commencer cette actualité autour des nouveautés de notre communauté francophone, eh bien, je voulais vous préciser, je ne sais pas si vous étiez à l'écoute hier soir dans l'émission Speak and Spell, c'était le grand retour en live de Speak and Spell, on leur fait plein de gros poutous au passage. Eh bien, Lucas, donc Midnight Omen, nous a annoncé qu'il avait sorti depuis le 28 février eh bien, son tout premier ouvrage qui s'appelle Cartomancy Spirit. Comment communiquer avec les esprits par le tarot, les cartes à jouer et le normand. Et donc aux éditions Midnight Omen. Donc si jamais vous êtes intéressé, je laisse le lien donc de la page Instagram donc de Midnight sur le chat. Comme ça, hop, les enchanteurs pourront en même temps, ceux qui sont sur le chat. D'ailleurs, je vous remercie. Il y a plein de personnes que je n'avais pas vues depuis un moment qui sont connectées sur le chat ce matin. Ça fait super plaisir. Vous êtes adorables. Je vois Erlina qui est arrivée. Enfin, il y en avait plein d'autres, il y avait Dan, enfin voilà, vraiment merci. Il y a aussi Ophélie qui s'est connectée tout à l'heure, je t'embrasse bien fort Ophélie, et merci aussi pour tous les retours que vous avez faits pour Vera et sa chronique magnifique, parce que je peux vous dire que franchement, le plan, demandez-lui le plan quoi, vous verrez, non seulement sa chronique en live était magnifique et passionnante, mais alors le plan quand vous le lisez, en plus des compléments qu'elle offre, c'est juste que du bonheur. D'ailleurs c'est le cas de tous les enchanteurs de la chouette équipe, ils ont tous des plans phénoménaux, donc n'hésitez pas à les contacter, à les remercier pour tout le travail qu'ils offrent aux auditeurs de la radio, vraiment. Enfin, sans eux, la radio n'existerait pas non plus, puisqu'il faut du contenu pour pouvoir vous enchanter chaque dimanche matin notamment. Donc je vous disais, donc grande nouveauté bien évidemment depuis le 28 février, donc si vous êtes intéressé par la cartomancie, la médiumnité, je pense que ce livre va vraiment vous émerveiller les amis, vraiment. Donc je réitère le livre, donc Cartomancy Spirit aux éditions Midnight Omen, donc je vous ai transmis le lien, je mettrai également le lien bien sûr dans la vidéo replay qui sera disponible demain sur la chaîne YouTube Antasia TV. Je remercie aussi au passage, c'est trop merveilleux, au moment où je parlais de la chaîne YouTube, il y a Laurence également qui s'est abonnée, donc merci à toi Laurence pour ton abonnement. Ça monte, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Antasia TV. Alors, autre information et pas des moindres, est-ce que vous connaissez Athénos Orphée? Mystère et boule de chewing-gum. Athénos Orphée a créé sa propre maison d'édition qui s'appelle Phosphoros Édition du côté de Metz. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Et donc, depuis peu de temps, depuis quelques semaines, un livre est sorti qui s'appelle Le guide pratique de la sorcellerie dans la cuisine, donc aux éditions Phosphoros Édition. Donc là aussi, je vais transmettre le lien aux enchanteurs sur la page. Hop, voilà, comme ça vous avez leur compte Instagram en même temps. C'est vrai qu'on a aussi pas mal de praticiens qui sont mis à Instagram, mais également qui se sont mis à TikTok. Je vois aussi, j'ai eu récemment, alors comment il s'appelle déjà ? Voilà, c'est pas bien, si je me souviens pas de son nom, c'est pas bien Lina, c'est pas bien. En plus j'aime beaucoup ce praticien. Bon, c'est pas grave, ça va revenir. Mais vous avez pas mal de praticiens aussi sur TikTok, si jamais ça vous intéresse de les suivre, ou Instagram, parce que c'est vrai que Facebook est de plus en plus délaissé par la communauté EzoWitch. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est compliqué. Sur Facebook, je trouve qu'il y a moins de monde qu'avant, alors que les gens sont beaucoup plus actifs sur TikTok et sur Instagram. Alors donc, comme je vous disais, oui, effectivement, Athénos Orphée donc, a créé, après avoir créé une boutique, alors je ne sais pas s'il a toujours sa boutique, mais en tout cas, il a créé une maison d'édition et un livre est sorti tout récemment. Voilà, donc il y a eu des précommandes qui ont eu lieu entre le 2 et le 29 février et le livre a l'air magnifique, bien sûr. Tout ce qui vient de Athénos, c'est toujours assez magiquement fiable déjà pour commencer, parce que c'est un praticien de très longue date qui connaît pas mal aussi d'univers dans le milieu de l'art magique. Donc il ne faut pas hésiter à aller faire un petit coucou à Athénos.
découvrir sa maison d'édition. Et donc, ce qu'il y a de bien sur Instagram, c'est qu'il fait une petite présentation de cette maison d'édition. Et voilà ce qu'il en dit. Phosphoros Édition, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous définit, nous dit-il? Eh bien, Phosphoros, c'est une maison d'édition française pensée par Athénos Achengo. Alors, c'est vrai qu'il a plusieurs noms, Athénos. C'est comme notre merveilleux Antinous, oncle Ben, Antinous. Et donc, Athénos Achengo et Athénos Orphée, c'est la même personne, pour information. Et donc, il dit la démarche de nos éditions sont des livres écrits par des praticiens pour des praticiens. Donc déjà, on envoie du bouillon. Moi, je vous dis, c'est un petit peu comme nous proposait à l'époque Alliance Magique, c'est-à-dire des livres créés par des praticiens pour des praticiens. Donc, ce qui signifie que normalement, on ne devrait pas avoir de surprise avec du Fluffy Bunny et Miss to Fly. Ce qui signifie que, écouter, quand on connaît Athénos, on sait qu'il est très sérieux, ça promet du lourd en matière de bouquins. Donc déjà, c'est une très bonne nouvelle. Autre élément qui nous explique, lassés de voir des livres ésotériques vides de sens et de contenu, nous souhaitons mettre en lumière des auteurs compétents, maîtrisant leur domaine, afin de les partager aux personnes débutantes comme celles plus avancées. Donc non seulement ils parlent aux débutants, de manière professionnelle, entre guillemets, c'est-à-dire concrète, et pas du Fluffy Bunny, mais aussi ils parlent aux praticiens avancés. Donc, ce qui signifie que même en tant que praticien expert dans le milieu, vous allez pouvoir trouver de quoi faire votre bonheur en fait avec cette maison d'édition. Ensuite, il nous explique que chaque ouvrage est et sera soigneusement sélectionné par notre équipe de praticiens afin d'assurer la meilleure qualité possible du début de la sélection jusqu'à la mise en boutique de l'ouvrage. Donc ça aussi, un accompagnement d'une maison d'édition, de toute une équipe qui sont eux-mêmes dans le milieu, ça ne peut que être positif, parce que bien évidemment, c'est quand même un milieu très particulier, un milieu de la sorcellerie et de la magie au sens large, l'ésotérisme. Et c'est vrai que quand on est dans ce milieu et qu'on fait les choses avec sérieux, on a tendance à vouloir, et ce qui est tout à fait légitime, à avoir des livres qui nous donnent vraiment de quoi faire, de quoi parfaire nos connaissances. Et j'ai trouvé ce passage aussi très très intéressant et enrichissant. Et aussi, comme j'apprécie aussi beaucoup Athénos comme beaucoup, j'avais vraiment envie de parler de lui ce matin dans le Réveil des Enchanteurs. Donc la suite de cette présentation, qu'est-ce qu'il nous explique Athénos? Leurs valeurs sont donc oser, vouloir, savoir et surtout ne pas se taire. Contrairement à l'adage qui est normalement se taire, et bien là, sur Phosphoros Édition, il faut savoir ne pas se taire également. Pourquoi? Pour partager, autant de belles choses possibles, et surtout, de manière sérieuse, Alors, on ne dit pas qu'effectivement, tous les livres que l'on voit apparaître depuis plusieurs années ne sont pas sérieux. C'est juste que je trouve, après, moi, je suis mitigée et partagée. J'en veux pas du tout. Je suis pas du tout du genre à dire les baby witch c'est de la merdouille, l'éclectisme c'est de la merdouille. Moi, je viens de ce milieu éclectique. Je suis pas du tout issue du milieu païen ou sorcière. Mais je trouve en fait que plus le temps passe, moins c'est pertinent. Parce que forcément, tous ces nouveaux auteurs sont à la fois des influenceurs, et donc c'est surtout pour leur communauté, en fin de compte, que ces livres existent, et non pour réellement des praticiens ou des débutants intéressés sérieusement par le sujet. Je trouve que c'est plus une mode qu'autre chose. Après, hier soir, ils en parlaient très bien dans la team de Speak and Spell. Quand on débute, c'est vrai qu'on a des petits papillons dans les yeux, parce qu'on peut effectivement être tombé, même à l'époque, sur des livres peut-être plus Fluffy Bunny, Comme moi, par exemple, j'ai commencé avec Scott Cunningham. Vous voyez, aujourd'hui, Scott Cunningham, même si à l'époque, en France, il était, mais un level de chez level. Aujourd'hui, on ressent plus trop la même chose. Moi, après, personnellement, j'ai rien contre Scott Cunningham. Je trouve que c'est un super livre pour débuter quand on connaît pas du tout l'univers. Mais vous voyez, ça reste mon avis personnel, parce que moi, j'ai débuté avec cet auteur. Et cette manière de voir les choses aussi. Donc, ce qui fait que je peux pas, moi, personnellement, dire que tout ce qui est proposé aujourd'hui ne soit pas suffisamment bien, parce que, en fait,
tout va partir du praticien, de la personne qui va découvrir le livre et après coup de son cheminement. S'il souhaite rester que dans le côté fluffy, fleur bleue et tout ça, eh bien c'est son cheminement qui est comme ça et puis voilà, c'est comme ça. Par contre, si effectivement il y a un vrai sérieux dans l'apprentissage et un souhait d'évolution, bien là forcément il va devoir aller gratter encore plus loin du Papus, du Garner, du Buckland, du tout ce que vous voulez, du Tutti Quanti, hein. Mais voilà, enfin, moi je pense en fait qu'il y a plusieurs manières de vivre son cheminement. Et ça fait pas de nous un mauvais praticien parce qu'on a commencé avec des livres genre, je sais pas, parce que je veux pas non plus dénigrer des livres. Moi j'adore les livres, donc je trouve qu'il y a toujours des choses à apprendre dans un livre, même si il a l'air vu de l'extérieur assez rock'n'roll. Mais puis surtout, il faut pas se fier, surtout ne pas se fier à la couverture. Ça, je vous le dis, je vous le recommande. Moi, j'ai eu des livres où la couverture n'était pas forcément des plus merveilleux. Et pourtant, j'ai appris énormément de choses à l'intérieur de ces livres et grâce à leurs auteurs. Non, moi, le truc qui me perturbe le plus, en fait, dans ces Instagrammeurs, ces influenceurs, c'est juste, pardon, c'est juste en fait que il y en a pas mal, en tout cas, c'est ce qu'on ressent quand on lit leurs livres. Il y en a pas mal qui ne font que passer au-dessus du sujet, comme si en fait c'était que du merchandising et pas vraiment de la pratique au sens réel des choses, et qui n'ont fait que copier-coller ce qu'ils avaient déjà lu ou entreaperçu juste avant, et aussi une manière de se faire un petit peu d'argent autour de leur propre communauté. Voilà, moi surtout ça qui m'embête dans cette ambiance et univers qu'est la sorcellerie 2.0 actuellement. En tout cas, avec tous ces influenceurs, ces youtubeurs, ces tiktokers, voilà, surtout ça qui m'embête. Mais dans la masse de tous ces influenceurs, il y en a aussi beaucoup qui sont sérieux dans leur manière de transmettre des valeurs, une manière de pratiquer également. Donc il ne faut pas, à mon sens, garder trop de choses négatives, et il faut faire son propre avis en fait sur la question, acheter les livres et tenter de percevoir le mystère et voir si ça vous happe ou pas. Voilà. Moi je dis, acheter un livre c'est jamais perdu, parce qu'après coup on peut toujours le retransformer en autre chose ou l'offrir même, pourquoi pas, comme disait Antinous hier. Il y a aussi pas mal de livres actuels qui peuvent aussi permettre à des adolescents de se découvrir dans ce milieu. Donc ça peut être aussi un bon pont d'ouverture, je pense, pour tout ça, quoi. Voilà. Voilà pour ma part, pour l'actualité de la communauté ESO Witch. Alors je voulais aussi vous parler, mais assez rapidement, d'un autre praticien qu'on ne parle pas beaucoup sur les ondes de la radio. C'est Andranos. Alors je ne sais pas si vous connaissez Andranos, mais Andranos a sorti également des livres. Alors de mémoire, alors attendez, parce que de mémoire, je ne sais plus le nom du livre, parce que je ne comptais pas forcément passer. Voilà, Andranos Fagus, livre, voilà. Et donc, il a aussi sorti un livre qui s'appelle La médiumnité en pratique. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Pour moi, c'est important de parler de tous les praticiens de la communauté ESO Witch francophone, parce que forcément, voilà, ils ont tous à leur manière des choses à nous transmettre. Et donc, aux éditions Alliance Magique, il y a quelques temps de ça, c'était en septembre, je crois, de mémoire, eh bien, Andranos, a sorti le livre La médiumnité en pratique. Donc, il y a pas mal de bons retours de son livre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, personnellement, j'ai encore pas lu ce livre. Je l'ai encore pas non plus reçu. Je reçois quand même pas mal de livres de maisons d'édition, mais celui-ci, je ne l'ai pas reçu. Donc peut-être que ce sera aussi l'occasion de l'acheter, de voir un petit peu ce qu'il vaut, et pourquoi pas d'inviter Andranos sur les ondes de Radio Antasiac dans quelques temps, je ne sais pas. En tout cas, c'est une réflexion qui s'opère. Andranos aussi, alors depuis quelques temps, je ne sais pas si vous le savez, mais Andranos fait pas mal de choses aussi sur une chaîne YouTube au niveau du paranormal. Alors, je me souviens jamais du nom du jeune homme et de sa chaîne YouTube. Alors, attendez, parce que forcément...
hop, je cherche. Comme je vous ai dit, j'avais pas forcément eu l'occasion. Voilà. C'est Jordan Périgaud. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Jordan Périgaud. Donc, Jordan comme Jordan, hein, et Périgaud, donc P-E-2-R-I-G-A-U-D. Eh bien, Jordan Périgaud, c'est un YouTuber qui fait des enquêtes paranormales, hein, un petit peu... un peu comme on peut le voir, hein, surtout sur toutes les chaînes YouTube depuis quelques temps, sont quand même des univers qui happent le cœur de très nombreuses personnes. Moi, personnellement, j'adore toutes les vidéos autour du paranormal, entrer dans des lieux, découvrir des ressentis, des sensations et tout ça. J'ai jamais fait ce genre de choses, hein, je vous avoue, mais avec des gens voilà, du milieu. Mais c'est vrai que, comme beaucoup de personnes, quand on développe sa médiumnité dans notre cheminement, eh bien, de plus en plus, quand on va dans des lieux notamment, on est happé, on ressent des choses. Moi, je sais que par exemple, le manoir du Tertre, ça a été l'une de mes premières expériences assez dingues de ressentis émotionnels. Et pourtant, c'était quand même mes débuts à l'époque. Alors, c'est là-bas hein, avec qui j'étais, avec Andranos et Antinous à l'époque. Ils m'ont mis pleurer comme une folle hein, quand je suis arrivée au manoir du Tertre pour la première fois. Donc, je trouve en fait que ces vidéos sont vraiment superbes, voilà. Et Andranos, depuis quelques temps, est en binôme avec ce youtubeur qui s'appelle Jordan Périgaud et qui fait de nombreuses vidéos depuis de plusieurs années maintenant. Il a quand même une chaîne YouTube qui a plusieurs milliers d'abonnés. Il est très suivi, très apprécié également. Ces enquêtes sont toujours assez pragmatiques, sérieux, également dans le fond et la forme. Et donc, j'ai découvert ça. J'échange pas forcément tout le temps avec Andranos, donc j'étais même pas au courant qu'Andranos avait fait des enquêtes avec lui. Et donc, si jamais vous êtes intéressé, vous tapez Andranos. Jordan Périgaud sur YouTube et vous allez tomber sur plein d'enquêtes qu'ils ont fait ensemble. Donc voilà, ça c'est maintenant, à partir du 3e dimanche du mois, entre 11h30 et midi, on va vraiment ouvrir les portes autour de l'actualité de la communauté EsoWitch francophone, parce que c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses et que j'avais aussi envie, avec cette radio, de pouvoir un petit peu vous parler de tout ce qui se fait en France, notamment autour des praticiens, parce qu'il se passe beaucoup de choses, hein, on n'a pas l'impression, chacun, alors c'est pas forcément des partenaires de la radio, hein, j'en parle parce que forcément ils ont des choses à dire, ils ont des choses à montrer, ils ont chacun leur personnalité, leur manière d'être également, et c'est toujours très intéressant d'aller un petit peu piocher et voir ce que font un petit peu tous les praticiens de la communauté. Et si vous avez du temps, allez voir un petit peu tout ce qu'ils proposent sur la toile notamment. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on est quand même dans une génération là où tout est ouvert, et je trouve ça magnifique. Tout est ouvert, tout est il n'y a pas vraiment de jugement, je trouve. On arrive à trouver un petit peu sa communauté, même plusieurs communautés. Moi, je sais que par exemple, qu'on a des enchanteurs qui sont dans plusieurs communautés sur la toile, que ce soit sur Antasia, mais sur d'autres structures. Et il n'y a pas de malaisance. Il n'y a pas genre, ouais, lui, il est mieux que l'autre. Non, en fait, on est une sorte de grosse communauté francophone et chacun s'entraide à sa manière, parle de l'autre à sa manière. Et moi, c'est ça que je voulais, en fait, depuis le départ, depuis que je suis entrée dans cette communauté, c'était de pouvoir parler de tout le monde et de tout de manière zen et sans qu'il y ait de crise existentielle ou crise d'ego X ou Y. Donc voilà, pour la petite matinée autour de l'actualité communauté EsoWitch. On passe maintenant, alors il se passe quelque chose quand même d'assez dingue, je ne sais pas si vous le savez. Alors j'ai partagé tout à l'heure sur le chat de la radio, quand même, le festival Trolls et Légendes, c'est quand même un festival de dingue. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez ce festival, mais il existe depuis de très nombreuses années. Il est en Belgique et je trouve que chaque année, en fait, Trolls et Légendes prend un level de plus, hein, avec des artistes encore plus fou, en termes de créativité, d'engagement, de communauté, hein, parce que là cette année par exemple au festival Trolls et Légendes, il y a une artiste, c'est pas des moindres, hein, c'est quand même Eivor. Donc Eivor, c'est quand même une artiste oh my god quoi, hein. Donc Eivor sera à Trolls et Légendes pour un concert extraordinaire le dimanche 31 mars. Donc si jamais vous êtes du côté de la Belgique ou que vous souhaiteriez passer un week-end merveilleux, alors, je vais vous dire ça précisément. Je crois que c'est le 28, le 29 de mémoire. Il faut que je retourne sur leur site. C'est pas bien, Alina. Tu te souviens jamais des dates.
Ça, c'est mon truc, voilà. Le 29, 30 et 31 mars 2024. Donc, c'est à la fin du mois, c'est dans 15 jours. Il y a donc le festival Trolls et légendes à Mons, les amis. Donc, moi, j'adore ce festival. D'ailleurs, c'est là-bas que j'ai rencontré l'une des demoiselles et demoiselles étranges pour la toute première fois. Donc, si elle m'écoute ce matin ou qu'elle écoute en replay, elle se reconnaîtra. Je lui fais plein de gros bisous. Et je vais me rencontrer énormément d'auditeurs aussi à Trolls et légendes quand je faisais des chroniques à l'époque sur Arcadie. Parce que j'ai passé 2-3 ans d'affilée à aller dans ce festival, à faire plein d'interviews, à rencontrer plein de monde. J'en ai un petit peu parlé sur le chat tout à l'heure. Et c'est vraiment là que j'ai fait mes premières armes d'interview, que vous pouvez également retrouver en replay sur la chaîne Arcadie TV. Je ne sais pas si vous le savez. Mais voilà, j'ai quand même interviewé pas mal d'artistes pendant ma petite expérience de 10 ans. Et j'en ressors toujours émerveillée parce que je trouve que ce festival, il en met plein les mirettes. Il y a tellement de choses et je trouve que d'année en année, ce festival est juste magnifique et magique, quoi. Donc, allez faire un tour sur le site trollesetlegendes.be et allez voir ce qu'ils proposent, les programmes, les concerts, les infos pratiques. Pour le programme, il y a toute une section autour de la littérature, il y a des expositions, il y a des jeux aussi, on peut jouer, faire des RPG avec d'autres passionnés de jeux, il y a des concerts, il y a tout un univers autour du cinéma. Je me souviens que j'avais rencontré toute l'équipe, une grande partie de l'équipe de production d'Harry Potter, des artistes autour d'Harry Potter, vous savez, les comédiens, etc. J'avais aussi rencontré un personnage que j'avais adoré dans la série Viking. C'était vraiment de super souvenirs. J'ai mon mari qui arrive là. Oui. Bref, on est en direct là. Il arrive comme ça, c'est pas grave. Donc oui, comme je vous disais, c'est vraiment... moi, je trouvais à chaque fois que Trolls et légendes, ils mettaient du lourd. Et c'était que du bonheur. Il y a même des animations, il y a un marché. On retrouve plein d'artisans et d'artistes qui créent plein de belles choses. Franchement, c'est que du bonheur. Donc si vous êtes un artisan et que vous écoutez la radio, franchement, allez faire Trolls et légendes en tant qu'artisan déjà notamment, mais aussi en tant qu'invité ou même en tant que personne qui découvre cet univers et ces 3 jours de folie à Mons en Belgique. Surtout que c'est très facile d'y aller, en voiture, en train, alors peut-être pas en avion, je crois pas, mais en voiture, en train. Il y a pas mal d'hôtels aux alentours également, de mémoire, donc c'est pas forcément une manière d'y aller qui soit un petit peu compliquée. Moi, je trouve que j'avais jamais trouvé trop de problématiques. Forcément, Mons non plus n'est pas une très grande ville, donc quand il y a le festival, je vous dis pas le nombre de personnes. Donc c'est ça qui est beau. Il y a des embouteillages. Oh, je vois qu'il y a Michael sur le chat. Alors, je ne sais pas si c'est Michael de la radio du Lotus ou si c'est Michael tout court. Donc, plein de gros bisous à Michael. Et au passage, on n'oublie pas, aujourd'hui, je réitère, comme j'ai dit en début d'émission, c'est l'anniversaire de la maman de Michael, qui s'appelle Claudine et qui a 69 ans aujourd'hui, les amis. Donc, allez faire un petit bisou, un gros bisou à Michael, et de notre part, bien sûr. Et surtout, de souhaiter un très joyeux anniversaire à sa maman. Voilà les enchanteurs. C'est comme ça que ça se finit notre merveilleuse émission de ce dimanche matin. On se retrouve dimanche prochain pour une autre émission tout en couleurs et en magie dans le réveil des enchanteurs. Merci mon petit roux d'amour. Il est merveilleux mon mari en fait. Je vais rien demander. Il est arrivé. Ah ok. Ok Mickaël, donc c'est pas le Lotus, c'est un autre Mickaël. Merci pour l'information. Oui, mon mari est arrivé et en fait, il sait que je suis là depuis 2 heures et en fait, il est venu me chercher, me faire un petit café. Il est adorable. Pour information, ma petite maman est sortie de l'hôpital vendredi. Elle va beaucoup mieux et on l'embrasse également très très fort et je vous remercie encore pour tous les messages de soutien que vous lui avez fait. Voilà, franchement, vous êtes adorables, mes très chers enchanteurs. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie encore pour tout, pour cette matinée magnifique que l'on a partagée ensemble ce matin. Vraiment, c'était que du bonheur. Dimanche prochain, pareil, entre 10h et midi, comme chaque dimanche matin, entre 10h et midi, le réveil des enchanteurs avec d'autres merveilleuses chroniques enchanteresses comme à l'accoutumée. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un très très bon dimanche. N'oubliez pas, cette émission est en rediffusion
comme chaque dimanche après-midi entre 16h et 18h. Hein. Et ce soir, la croisière folk avec Eric Cooper à partir de 20h. C'est toujours mon rendez-vous quotidien. À 20h, je me connecte à Eric Cooper et à sa croisière folk. Et ensuite, à 21h, eh bien, on retrouvera Luc et Mylène. Et oui, Luc et Mylène pour leur talk show. C'est quoi leur talk show? Est-ce que vous vous souvenez? Faut qu'on en parle, bien sûr. Faut qu'on en parle. Donc ce soir, 21h, 23h, le talk show. Faut qu'on en parle, à ne pas rater. Je fais plein de gros bisous et je souhaite à toutes et à tous un merveilleux dimanche. Et à la semaine prochaine, les amis. Ciao, ciao. Et à bientôt.